va appeler les Yankees, font le choix d'un développement qui va leur permettre, eux aussi, de faire une révolution industrielle comme le reste de l'Europe. Alors, comment ça? Si on reprend les 4 points qu'on avait vus en Europe, instruction généralisée, amélioration des commerces et création d'un marché intérieur, création d'un système financier et protectionnisme douanier, on se rend compte qu'en fait, c'est dès les années 1790, dans le socle idéologique qui est jeté par Alexander Hamilton, qui est donc le secrétaire au Trésor de Washington, dans son rapport sur les manufactures. Et dans ce rapport sur les manufactures, Hamilton décrit ce qu'il appelle le système américain. Mais vous verrez qu'en fait, le système américain, ça désigne aussi autre chose. Donc, ce système américain, c'est instruction généralisée, instruction primaire évidemment, amélioration des transports pour développer le commerce, parce qu'il faut dire qu'en fait, au moment de l'indépendance, les transports dans les colonies américaines, ils sont surtout organisés pour sortir de l'intérieur les marchandises qui y sont produites, on les sort vers les ports, et puis des ports, on les exporte. Donc, de fait, les colonies américaines, c'est une économie complètement côtière qui est tournée vers la côte, et la côte est elle-même tournée vers la métropole, c'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir un réseau de transport qui permette de se déplacer à l'intérieur des États-Unis. Subvention à l'industrie, et puis après son rapport donc, sur les manufactures, où il explique donc qu'il veut développer les usines, puisqu'on se souvient que manufacture c'est le terme pour usine, 2 rapports sur le crédit public qui soutiennent la création d'une banque nationale pour stabiliser la monnaie et favoriser le crédit. Ce sera la première banque centrale américaine qui sera éphémère. Et puis, sous l'influence de James Madison, la subvention à l'industrie, donc on avait vu qu'elle était le 3e point du système américain, va être remplacée en fait par un protectionnisme douanier qui est inspiré en gros du mercantilisme avec pour objectif de protéger les industries dans l'enfance. Et donc en fait, ces 4 points, c'est-à-dire instruction généralisée, amélioration des transports pour développer un marché intérieur, protectionnisme douanier et système de crédit national, c'est les 4 politiques dont on avait vu qu'elles avaient caractérisé le développement industriel de l'Europe. Et c'est Henry Clay qui a repris le terme système américain, d'accord, pour désigner la réunion du protectionnisme, de la Banque nationale et de l'instruction généralisée. En pensant que c'était ça le système américain, qui, sous-entendu, le système américain, c'est le système yankee, c'est pas le système du Sud, c'est pas le système esclavagiste, d'accord. Le système esclavagiste, c'est pas le système américain pour Henry Clay. Et de fait, si vous voulez, la mise en musique de ces 4 points de la doctrine hamiltonienne va se faire au long du XIXe siècle. Alors, l'éducation, ça va surtout être le fait des Whigs, d'accord. Les Whigs, c'est en fait ceux qui en partie vont devenir les républicains, qui s'opposent. Donc c'est le parti du fameux Henry Clay là, qui est pour l'éducation, de Abraham Lincoln que vous connaissez. C'est le parti des types du Nord qui s'oppose à l'esclavage et qui veut une éducation universelle, sur le modèle en général de l'éducation du Massachusetts, où on n'aurait par État des écoles normales qui forment les professeurs, qui vont eux-mêmes, qui forment les instituteurs, qui vont eux-mêmes enseigner aux enfants. Donc l'idée qu'il y ait une éducation centralisée et universelle. Au contraire, il y a des partisans de l'éducation payante, décentralisée, et évidemment, ça c'est plutôt plus compatible avec l'esclavage, avec l'idée que chacun fait ce qu'il veut avec l'éducation et qu'il n'y a pas de raison de contraindre les maîtres d'envoyer leurs esclaves se former. Bon, vous voyez qu'il y a déjà les germes de la guerre civile, puisqu'il y a déjà deux conceptions de l'utilité de l'éducation et de la formation du citoyen. Il y a ceux qui pensent que tout le monde est citoyen et donc tout le monde doit avoir la même éducation, et puis il y a ceux qui pensent qu'il va y avoir des plus ou moins citoyens. La question du développement du commerce et du développement du réseau de transport et de l'unification douanière, ça se fait en fait avec quoi? Avec des constructions de canaux, d'accord? En particulier le canal Erie qui va relier l'Hudson au Grand Lac. Alors, l'Hudson, vous voyez, c'est la rivière qui passe à gauche, enfin à l'ouest de Manhattan. Et donc, en fait, dire qu'on relie l'Hudson au Grand Lac, ça veut dire qu'on relie la côte autour de New York. New York, c'est le sud de la Nouvelle-Angleterre.
Les Grands Lacs, c'est la région de Chicago, d'accord, donc c'est le centre. Dans les années 1830, on n'en est pas encore à coloniser l'ouest des États-Unis, d'accord, on n'en est pas encore à traverser le continent. Et donc, ce canal Erie, il est construit entre 1817 et 1825. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que le nord de l'Hudson, c'est les Catskills. Les Catskills, c'est des montagnes. Et dans les montagnes, faire un canal dans les montagnes, ça n'a pas de soi. Enfin, c'est les collines. Donc il faut faire des écluses. Et les écluses, ça coûte cher. D'accord. Mais donc, le développement des transports, ce n'est pas la construction de routes, c'est d'abord la construction des canaux. Bon, et puis après, on va voir les chemins de fer. Alors, le canal actuel, qui a remplacé le canal Erie, en fait, il a été construit en 1918. Pourquoi on l'a reconstruit? Parce qu'on voulait un gabarit plus important, donc un canal à la fois plus large et plus profond, pour pouvoir mettre des bateaux plus gros, pour augmenter la capacité. Bon, on construit, c'est vrai, des routes, comme la route du Maryland à l'Ohio. Donc le Maryland, c'est la région de Washington. Washington, c'est District of Columbia, mais District of Columbia, en fait, ça s'est séparé du Maryland. Et donc relier le Maryland à l'Ohio, c'est un peu le même trajet, d'accord, sauf que l'Ohio, c'est aussi la région des Grands Lacs. Donc il s'agit de créer des pénétrantes qui vont vers le centre, et cette route, elle a été construite avec des fonds fédéraux. C'est l'une des premières routes qui est couverte de macadam. En fait, bon, même si les routes, ça existe, les routes, c'est pas aussi important que les canaux, parce que les routes, c'est simplement la circulation des personnes, alors que les canaux, c'est la circulation des marchandises. Donc, du point de vue du commerce, la circulation des personnes, ça permet de faire du petit commerce de petites choses, mais si on veut faire du commerce de céréales, de produits d'exportation, il faut des canaux. Alors, donc, de fait, le canal, ça permet de faire baisser considérablement les coûts de transport. Vous vous souvenez, on s'était donné comme ordre de grandeur 90% de baisse des coûts de transport au 19e siècle, 90% de baisse des coûts de transport au 20e siècle. Donc, 99% de baisse des coûts de transport sur 2 siècles en moyenne. Et donc, de fait, la route, ça ne fait pas baisser autant que ça le coût de transport, du moins pour les marchandises. Néanmoins, si vous voulez, les histoires de route, c'est absolument mythique pour les Américains, enfin en particulier pour les Américains de ma génération, parce que le premier jeu vidéo, c'est toujours une question compliquée, mais l'un des premiers jeux vidéo, c'était Oregon Trail, et Oregon Trail, vous pouvez toujours y jouer, vous tapez Oregon Trail dans Google, vous allez tomber dessus, mais Oregon Trail, en fait, c'est un jeu en mode texte qui décrit l'aventure des pionniers qui partent de la côte Est et qui, sur la piste de l'Oregon, traversent tout le continent américain pour aller jusque dans l'Oregon. Et donc, de fait, le mythe de la route, c'est le mythe de la conquête. Donc, c'est le mythe de la conquête du territoire, avec d'ailleurs toujours ce mythe que les Américains, ils arrivent, ils trouvent un territoire vierge, et puis il y a des Indiens, oui, c'est vrai. Mais naturellement, les Indiens, voilà, quoi, ils font partie de la décoration, d'accord, ils sont avec les cactus sur le bord de la route. Bon, donc, en fait, il y a si vous voulez, dans la première moitié du 19e, on construit des routes, symboliquement, Cumberland Road, c'est la plus importante. On construit des routes dont beaucoup restent à l'état de chemin, mais ce qui fait vraiment l'objet d'investissement, c'est les canaux. Et dans la deuxième moitié du 19e, ce sera évidemment le chemin de fer. Bon, alors, pour les canaux, comme pour le reste, il faut un financement important. Et le cœur du système financier, c'est la Banque nationale, dont, en fait, qu'on appelle First Bank of the United States, mais dont le nom officiel était The President, Directors and Company of the Bank of the United States. En fait, ce n'est pas à proprement parler la première banque centrale, dans la mesure où les insurgés avaient déjà une Bank of North America, mais du moins, elle est conçue comme étant un instrument, justement, de développement économique. Le seul truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'opposants parmi les Américains à cette banque. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il y a une opposition entre les Yankees du Nord qui veulent une école obligatoire d'État, et puis les sudistes et les libertariens, si on peut dire, qui veulent que chacun fasse ce qu'il veut, que chacun fasse ce qu'il veut, de même en matière financière, il y a ceux qui pensent que c'est bien d'avoir une banque centrale qui est l'instrument d'une politique, et puis il y a ceux qui pensent qu'une banque centrale qui est l'instrument d'une politique, elle fait en fait la politique au profit des copains, et donc que c'est de la corruption, et qu'il faut qu'il n'y ait pas de banque centrale, mais qu'il faut qu'il y ait le libre jeu du marché. Bon, et donc, la banque n'est pas renouvelée, la charte de la Banque centrale n'est pas renouvelée en 1811, donc la First Bank of the United States reste une banque purement privée qui n'a pas de charte particulière. Alors, en 1816, finalement, on crée une deuxième banque centrale qui va encore durer 20 ans,
et là qui ne sera pas renouvelé en 1836, et qui ne sera pas renouvelé en 1836 avant, comme vous le savez, la création de la Réserve fédérale en 1913. Et ce qui est donc étonnant, c'est que les États-Unis n'ont pas de banque centrale du coup entre 1836 et 1913. Et ils ont, alors en fait, ils n'ont pas de banque centrale, mais à partir de la guerre de sécession, ils vont quand même avoir un système relativement centralisé, puisqu'il va y avoir un US Treasury qui va émettre des billets de banque. Mais en particulier entre 1836 et 1863, non seulement il n'y a pas de banque centrale, mais donc il n'y a pas d'émetteur de monnaie aux États-Unis. Enfin, plutôt, il n'y a pas d'émetteur de monnaie privilégié. C'est-à-dire que concrètement, toutes les banques américaines peuvent émettre de la monnaie. Donc vous avez les 6000 banques actives aux États-Unis entre 1836 et 1863 émettent toutes des billets qui sont des billets de la banque. Donc il y a les billets de la First National Bank, les billets de la Second National Bank, les billets de la Third National Bank, des billets de la Bank of Ohio, des billets de la Bank of Truc. Et quand on vous propose un billet de banque, vous ne savez même pas si la banque qui l'a émis existe encore. Donc, si on vous parle un jour de privatisation de la monnaie, bien sûr, la privatisation de la monnaie, c'est revenu avec Bitcoin, mais la raison pour laquelle ça frappe ceux qu'on appelle les Autrichiens, les partisans de la théorie autrichienne de la monnaie, ou bien les libertariens, ou les anarcho-capitalistes, ou je ne sais pas quoi, c'est que c'est enfin l'idée qu'on va pouvoir retrouver cette période de la banque libre, où, comme dans l'histoire des États-Unis, chacun pouvait battre monnaie, enfin, plus précisément, chacun pouvait émettre des billets. Et donc il y avait une concurrence entre les monnaies, avec l'idée pour les partisans de la concurrence que la meilleure monnaie allait prévaloir et allait s'imposer au terme de la concurrence. Bon, alors ça a tellement bien marché que, en fait, en 1907, il y a eu une panique boursière majeure, et c'est ça qui aboutit à la création du système de réserve fédérale. C'est le système qui est fédéral, d'accord ? C'est pour ça que c'est au masculin dans le texte. Mais comme vous le savez, il y a une banque, il y a plusieurs. La réserve fédérale, c'est en fait plusieurs établissements bancaires. Il y en a à Saint-Louis, il y en a à Chicago, il y en a à New York. Et donc c'est ce système de plusieurs banques qui à la fois émet les billets et s'avère être le contrôleur des banques commerciales. Bon, mais ça c'est pour beaucoup plus tard. Alors, donc même si de fait il n'y a pas la banque centrale aux États-Unis, elle est en pointillé au long du XIXe siècle, il y a quand même un système de marché financier relativement développé. En particulier puisque le financement du canal aérien, il se fait par une émission d'obligations. Je vous rappelle que les obligations sont des titres de dette. C'est-à-dire que concrètement, la compagnie de l'aérien s'endette de 500 000 $, donc elle émet 5 000 titres de 100 $, qui vont payer tous les ans à ceux qui les ont achetés, un coupon qui représente donc l'intérêt de la somme qu'ils ont prêtée au canal aérien. Et l'intérêt de faire une émission obligataire pour se financer, c'est que quand on veut récupérer sa liquidité, on n'a pas besoin d'être remboursé par l'emprunteur, on peut revendre sur un marché secondaire le titre obligataire qui montre qu'on possède une créance sur la compagnie qui l'a émise. Voilà. Dès les années 1840, ça va être les compagnies de chemin de fer qui vont être des grosses émettrices sur les marchés financiers, mais les compagnies de chemin de fer elles vont plutôt se financer par l'émission d'actions, et donc non pas des titres représentatifs de la dette des sociétés, mais des titres représentatifs de la propriété. Et les actions, comme vous le savez, ça donne un droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires qui choisit les administrateurs. De fait, le système bancaire américain est plutôt faible, et les États-Unis sont dès même le début du XIXe siècle une économie de marché financier, c'est-à-dire que ceux qui veulent se financer émettent des titres sur les marchés, que ce soit donc des obligations, des titres de dette, des actions, des titres de propriété, alors qu'en Europe, au même moment, évidemment, il y a des marchés financiers, en particulier en France, il y a un marché financier important pour les obligations, mais la règle, c'est plutôt soit l'autofinancement, soit le financement bancaire, c'est encore plus vrai en Allemagne, alors qu'aux États-Unis, si vous voulez, la raison pour laquelle ce n'est pas la règle en France, c'est qu'en France, pour créer une société anonyme, il faut une autorisation du ministre de l'Intérieur. Et ça reste vrai jusqu'en 1863 ou quelque chose comme ça. Autorisation du ministre de l'Intérieur, ça veut dire que de fait, c'est exceptionnel. Alors, pour pouvoir émettre des actions, il faut créer une société anonyme. D'accord ? Donc, de fait, les sociétés qui peuvent se financer sur le marché financier en France sont créées au compte-gouttes sur autorisation du ministre. Aux États-Unis, à partir du moment où il y a des gens qui achètent vos actions, voilà. C'est-à-dire que de fait, le marché est autorégulé, le marché est régulé par ceux qui émettent sur le marché eux-mêmes. Donc de fait, après les infrastructures, et pour financer les infrastructures, on ne se donne pas d'un système bancaire, mais d'un système de marché.
Bon, alors, ce système de marché, c'est l'objet de toutes les magouilles. Il y a un excellent livre de Marianne Debouzy qui s'appelle L'âge des robber barons, ou l'âge qui s'appelle le capitalisme sauvage américain. Donc c'est en collection Seuil, en points, c'est un truc qui fait 200 pages. Si la notion de capitalisme sauvage vous intéresse, c'est une lecture absolument remarquable parce que ça se lit comme un roman, dans la mesure où c'est toutes les magouilles boursières des capitaines d'industrie américains, des Jay Gould, des Vanderbilt, qui justement font des émissions d'actions massives sur les marchés financiers, s'accordent des actions préférentielles avec plus de droits de vote, réémettent des actions pour diluer les droits de vote de leurs adversaires qui essaient de prendre le pouvoir au conseil d'administration. Enfin bon, c'est des histoires à ne plus finir de capitaines d'industrie qui se font des horreurs. Mais c'est particulièrement révélateur du dynamisme de cette économie de marché financier, mais aussi du fait qu'à peu près tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis parce que, comme vous le savez, les États américains ont une indépendance réglementaire, c'est que le système juridique n'est pas le même dans tous les États, et donc de fait, il y a une espèce de pagaille d'incertitude juridique qui fait que c'est quand même un peu le plus entreprenant qui a raison. Voilà. Bon, quant au protectionnisme, en fait, s'il n'est pas très fort après la guerre d'indépendance, il n'est pas encore très fort après la guerre d'indépendance, en revanche, il va devenir fort après la guerre contre les Britanniques, puisqu'il y a une nouvelle guerre contre les Britanniques à partir de 1812, c'est-à-dire que là, on va mettre un tarif anti-anglais carrément après la guerre de 1812. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la rupture des approvisionnements britanniques, ça a fait partie des objectifs de guerre des Français. Napoléon a essayé, vous savez, avec le blocus continental, d'isoler la Grande-Bretagne. Les Américains n'ont pas été trop méchants avec les Anglais, mais une fois que la guerre est terminée, en revanche, ils veulent protéger leur industrie, et donc ils ont un premier tarif protectionniste en 1816, ils en ont un deuxième en 1828, ils en ont un troisième en 1833, ça se calme, mais ça recommence en 1840, et puis 1861, et puis le suivant, c'est en fait celui qui va être la cause de l'éclatement de la guerre de sécession, et puis on remet comme vous le savez, on remet la sauce après la crise de 29 avec le tarif Smoot-Hawley, d'accord, qui est généralement considéré comme le moment où le protectionnisme américain est au plus fort, et en revanche, c'est à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les Américains vont devenir libre-échangistes, un peu comme les Anglais sont devenus libre-échangistes en 1846, après 2 siècles de Navigation Act, qui était quand même très protectionniste. Là, après 2 siècles de protectionnisme, en 1944, les Américains se mettent à devenir protectionnistes et à proposer à leurs alliés un General Agreement on Tariff and Trade, donc un accord général sur les droits de douane et sur le commerce, qui deviendra ensuite l'OMC. Donc, les États-Unis offrent à nouveau un exemple de cette politique de développement qui combine l'éducation universelle, développement d'un système de crédit, protectionnisme et unification du marché intérieur avec les transports. Alors, ceci dit, ce qu'on a vu, c'est que par rapport à la France ou à l'Allemagne, les États-Unis, comme les drageons en général, vous savez, les Western Offshores, donc les drageons de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, ont un taux de croissance qui est quand même, un taux de croissance du PIB par tête qui est quand même bien supérieur à ce qu'on observe en Europe. Donc on ne peut pas se contenter de dire qu'en appliquant la même recette qu'en Europe, ça marche comme en Europe, parce que ça marche beaucoup mieux qu'en Europe. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que ça marche beaucoup mieux qu'en Europe? Alors, une des hypothèses, c'est ce qu'on appelle la thèse d'Habakkuk. Et Habakkuk, en fait, c'est le nom d'un historien économiste anglais du milieu du XXe siècle, qui a écrit American and British Technology in the 19th Century. Et alors, cette thèse d'Habakkuk, en fait, elle est simple. Elle est l'idée que, en gros, comme les Américains ont plus de ressources, ils vont développer un système américain, ils vont développer un système un peu particulier. Donc, comme ils ont plus de terres cultivables, par tête, d'accord, bon, une fois qu'on a éliminé les mauvaises herbes et les Indiens, d'accord, ça signifie donc que le travail aux États-Unis est plus productif qu'il n'est en Europe, puisqu'en gros, un seul travailleur a beaucoup plus de terres à mettre en valeur. En conséquence, le salaire est plus élevé, en particulier le salaire de réserve est plus élevé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer des mauvais salaires aux ouvriers, aux Américains, parce que si vous proposez des mauvais salaires, comme il y a sur la frontière des milliers, voire des millions de kilomètres carrés de terres arables,
si les salaires ouvriers ne sont pas bons, les gars ils me disent bah, tant pis, c'est pas grave, moi je vais aller me chercher 500 acres de terrain et puis je vais les cultiver, puisqu'il n'y aura personne pour m'en empêcher. Du coup, si on veut employer les ouvriers, il faut leur payer un très bon salaire. Et comme il faut payer un bon salaire pour que les ouvriers acceptent de venir, la substitution capital-travail va se faire évidemment beaucoup plus fortement qu'en Europe, c'est-à-dire qu'on va employer beaucoup plus de machines. Et donc, comme on emploie beaucoup plus de machines, ben, on se retrouve avec un travail encore plus productif, si vous voulez. Et donc, en fait, ce qui avait créé un blocage dans l'Europe après la peste noire, vous vous souvenez, on avait dit, dans l'Europe après la peste noire, le fait que la population ait baissé, ça fait que le travail est plus productif sur les terres qui sont devenues plus abondantes par tête, et donc du coup, il y a une concurrence pour les salaires en ville. Seulement le problème, c'est que cette concurrence, elle est dans le secteur des services, en Europe au XVe siècle, et on ne peut pas avoir d'augmentation de productivité. Alors que là, la même causalité, avec les machines qui permettent de faire augmenter la productivité du travail, eh ben, ça fait que la productivité du travail américain augmente extrêmement vite et dépasse largement l'indépendance. Bon, alors, en fait, cette thèse a quand même été extrêmement critiquée alors, cette thèse, elle préfigure un peu la thèse de Allen sur l'Angleterre du XVIIIe aussi. Quand vous vous souvenez, la thèse de Allen sur l'Angleterre du XVIIIe, c'est en Angleterre qu'on va installer des machines à vapeur, parce que c'est en Angleterre que le travail est le plus cher et le charbon le moins cher, et donc on a intérêt à substituer des machines à vapeur au travail parce qu'il est cher. Donc cette thèse de Habakkuk, même si c'est toujours une thèse substitution capital-travail qui préfigure la thèse de Allen, elle a été très critiquée par d'autres historiens économiques, notamment Peter Levin, qui en fait a montré que les salaires auraient baissé après la guerre d'indépendance. Et donc du coup, bah, dire que les salaires sont très élevés alors qu'ils baissent, ça marche moins bien. En fait, bon, même si ça paraît difficile de trouver des causes simples, l'idée quand même, c'est qu'il y a une conjonction aux États-Unis assez inédite d'abondance de facteurs naturels, d'investissement dans le travail de la main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre qui bosse beaucoup, et de substitution du capital au travail dans des conditions assez favorables. Ce qui aboutit à une mécanisation très poussée. Donc, vous vous souvenez, on avait déjà dit, quand on s'était intéressé aux métiers à tisser, qu'aux États-Unis, on continuait à installer des métiers Northrop, enfin, on installait des métiers Northrop à la fin du 19e, à l'extrême fin du 19e, alors qu'en Angleterre, on ne le faisait pas, parce qu'en Angleterre, à l'époque, la main-d'œuvre était moins chère qu'elle ne l'était aux États-Unis, et donc on mécanisait plus, on modernisait plus les machines. Aux États-Unis, à la fin du 19e, on modernise encore les machines, parce que de fait, la main-d'œuvre est encore chère. Donc il y a quand même des moments où la main-d'œuvre est chère et où ça a des effets décisifs sur l'industrialisation. Mais quand l'histoire commence, en fait, aux États-Unis, comment ça commence ? Ça commence en fait avec la figure de Samuel Slater, que les Américains, et en particulier le président Jackson, a nommé Father of the American Factory System. Donc là, c'est plus l'American System, c'est l'American Factory System. Et que les Anglais appellent Slater the traitor, puisqu'en fait, le Slater en question, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un ouvrier anglais qui a fait son apprentissage dans une manufacture britannique où il y avait des water frames. Donc souvenez-vous, les water frames, c'est des machines à filer. Et donc après 10 ans à travailler en Grande-Bretagne, en fait, il s'embarque pour les États-Unis et il arrive en 1789 à New York, fort de son expérience de 10 ans à manipuler des water frames. Là, il essaye de se faire connaître et finalement, le type qui lui fait confiance, c'est quelqu'un qui lui prête suffisamment d'argent pour qu'il puisse, à Pawtucket, dans le Rhode Island. Le Rhode Island, c'est un petit État qui est coincé entre Massachusetts et, qu'est-ce que c'est, qui est à l'ouest de Rhode Island, qui est juste à l'est de New York. Donc, je pense que ça doit être entre New York et Massachusetts. C'est un tout petit État, mais donc ce Slater, il crée en fait la première usine de filage dans le Rhode Island. Et puis, en fait, les méthodes de filage et de tissage vont se perfectionner par les échanges avec l'Angleterre, et puis il va y avoir d'autres gens qui vont faire défection après Slater, mais Slater était le premier. Et en fait, l'usine qu'on considère comme symbolique, c'est celle de Francis Cabot Lowell, qui a été construite à Waltham, c'est-à-dire en gros près de Boston, au début du 19e siècle, d'accord, pour ce qu'on a appelé la Boston Manufacturing Company.
Donc ça, c'est le symbole de la maturation de l'industrie américaine, d'accord. Et en particulier, c'est un type qui s'appelle Paul Moody qui a conçu les machines, et en particulier le système de distribution de la puissance motrice qui est créé par la machine à vapeur, avec un système de poulies et de courroies en cuir, d'accord. Et donc, comme dans les manufactures de textiles européennes, on a une grosse machine à vapeur qui entraîne un volant d'inertie. Le volant d'inertie, il fait tourner un axe qui va être plein de poulies, et ensuite, cet axe, il va entraîner les machines séparément. Et donc, dès le début du 19e siècle, les Américains se mettent à récupérer, à copier les machines britanniques, d'accord, et à avoir une industrie. Et donc, quand on parle avec l'indépendance de protection des industries, vous voyez pourquoi les Anglais se sentent... pour les Anglais, en gros, avant la guerre d'indépendance, les Américains achetaient les produits fabriqués en Angleterre. Après la guerre d'indépendance, les Américains copient les machines des Britanniques, et pour protéger leur industrie contre les Britanniques, ils mettent des droits de douane de telle sorte qu'ils puissent en fait se substituer substituer les marchandises américaines aux marchandises britanniques. Donc de fait, il s'agit vraiment de construire une industrie contre l'industrie britannique. Bon, là où ça va devenir d'autant plus intéressant que ça va être particulier, c'est quand Eli Whitney va s'en mêler. Eli Whitney, vous vous souvenez peut-être, on avait déjà parlé de lui, parce qu'il avait inventé la machine de cotton gin, qui était la machine en fait des graineuses à coton. Vous vous souvenez, c'était une espèce de peigne qui permettait de séparer dans le coton, dans la fleur de coton, les graines des fibres, et donc ça permettait de multiplier par 13 la productivité des gens qui étaient employés à la production de la fibre de coton. Seulement Eli Whitney, alors, ce qui apparaît, c'est que Eli Whitney n'est probablement pas l'inventeur de cotton gin, pour en parler. Il a piqué l'invention à quelqu'un, mais il l'a en quelque sorte commercialisé, donc il est l'innovateur plutôt que l'inventeur. Mais après ce premier épisode, en fait, Whitney, il va faire un deuxième coup. Le deuxième coup, c'est quoi? C'est qu'en janvier 1798, les États-Unis craignent une attaque des Britanniques. Bon, il n'y a pas eu de guerre en 1798, mais la guerre d'indépendance, ça se termine en 1786. On a vu qu'il y avait une autre guerre en 1812, mais les Britanniques, ils restent quand même au Canada. Et souvenez-vous qu'ils restent au Canada jusqu'à l'indépendance du Canada. Donc, de fait, ils ont des troupes qui menacent les 13 colonies de l'Est. Et donc, les colonies américaines pensent qu'elles peuvent être attaquées. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles décident de commander des mousquets. D'accord, les mousquets, je vous rappelle que c'est des fusils. C'est des fusils de l'époque. Et des mousquets pour équiper des hommes. Et donc, elles décident de commander des mousquets en quantité, de commander 10 000 mousquets pour 1801. Alors, le problème, c'est que... le problème, c'est qu'en fait, 10 000 mousquets, il n'y a pas du tout la capacité de production aux États-Unis. C'est-à-dire que lors de la guerre d'indépendance, les patriotes américains s'étaient battus avec leurs fusils de chasse qu'ils avaient de fait achetés à des fabricants britanniques. Et puis, il y avait des troupes françaises qui étaient arrivées avec leur matériel. Mais les Américains n'ont pas le potentiel de production. Et fabriquer 10 000 mousquets, si on emploie la technique traditionnelle, ça veut dire mobiliser beaucoup de monde et mobiliser des ouvriers qualifiés qu'il n'y a pas aux États-Unis. Or, c'est Whitney, le fameux Whitney de les graineuses à coton, qui décide de concourir. D'accord, il y a un appel d'offres pour 10 000 mousquets. Lui, il dit je vous les livre dans 3 ans pour $10 000. 10 000 ça fait du pognon quand même à l'époque. Mais bon, c'est un peu étonnant parce qu'en fait, il n'a plus d'usine. L'usine qu'il avait fait pour construire ces graineuses à coton a brûlé. Et en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu faire des procès à ceux qui avaient copié son graineuses à coton alors qu'il avait pris un brevet. Et en fait, il a perdu tout son argent à faire des procès sans jamais obtenir satisfaction. Donc il a plus de fric, il n'a pas la moindre idée de comment on va faire des fusils, mais il se dit, je vais prendre $10 000 et puis on verra après. D'accord ? Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il ne fait pas grand-chose. Il fait tellement pas grand-chose, d'ailleurs, qu'en 1801, il n'a toujours rien fait. Il n'a toujours rien fait, et là, on lui dit, maintenant, il faut faire. Et donc, on lui demande d'expliquer. Le Congrès diligente une enquête, une commission d'enquête, qui lui demande comment il va s'y prendre, et il demande de faire une démonstration de comment il va s'y prendre pour honorer la promesse qu'il a faite de livrer 10 000 mousquets avant-hier, promesse pour laquelle il a pris $10 000. Et là, il faut qu'il trouve un truc. Et le truc qu'il fait et qui convainc le Congrès, c'est qu'en fait, il installe devant la commission d'enquête une grande table sur laquelle il y a 10 mousquets, il démonte les 10 mousquets, il fait mélanger les pièces des mousquets, et il fait remonter un mousquet à partir des pièces prises au hasard.
Alors, nous, ça nous paraît absolument débile. Vous prenez n'importe quel produit manufacturé, n'importe quel produit industriel, de fabrication industrielle, vous le démontez, vous le remontez, ça paraît évident. Sauf qu'au XVIIIe siècle, en fait, normalement, les mousquets, ils sont construits intégralement par des ouvriers qui sont en fait des maîtres, qui sont des maîtres dans leur art, qui fabriquent chacun les fusils un par un. Et donc, il n'y a pas de pièce standard. Il y a que chaque pièce est unique et fabriquée par un ouvrier hautement qualifié. En montrant qu'en fait, il allait construire avec des pièces qui étaient interchangeables, Whitney invente la production, la possibilité de faire produire par des ouvriers non qualifiés. Parce qu'en gros, on fabrique des pièces standards, et ensuite on a des ouvriers non qualifiés qui les assemblent. Ça ressemble aussi à ce qu'on verra avec le développement du Fordisme et de la chaîne de montage. Mais le premier moment où on passe d'une production entièrement artisanale, où l'artisan fabrique l'objet dans son ensemble, à une production de pièces qui sont assemblées par des ouvriers non qualifiés, c'est Whitney. Et pourquoi Whitney convainc le Congrès de cette manière-là? Parce que le Congrès comprend qu'il ne va pas y avoir besoin de former des dizaines d'ouvriers pour fabriquer les mousquets. Il faut un type intelligent qui va produire les pièces standards, mais ensuite on peut employer n'importe qui à assembler les mousquets. Et donc du coup, on devrait y arriver. Alors en fait, on devrait y arriver, comment dire, il a encore fallu 8 ans pour y arriver, parce qu'en fait, Whitney, même s'il a su faire des pièces interchangeables, il n'a pas le procédé industriel pour les faire en grand nombre. Et donc, il a en fait piqué l'idée de pièces interchangeables chez un armurier français, qui s'appelait Honoré Blanc. Donc en fait, comme il n'avait rien fait, au bout de 3 ans, il a cherché tous les livres qui existaient, il a eu cette idée. Cette idée, ça lui a permis de faire un truc qui est plus un tour de magie qu'un vrai procédé industriel. Il n'a pas encore inventé le procédé industriel. Mais il se dit quand même que c'est comme ça qu'il faut qu'il fasse. Et de fait, le développement d'un système où on produit des pièces standards, interchangeables, qui sont ensuite assemblées par des ouvriers non qualifiés, c'est ça qu'on appelle, quand on dit American System, en général, c'est ça qu'on désigne. Mais souvenez-vous que on a parlé déjà 2 fois d'American System. Une fois pour dire l'American System, c'est quand il y a l'éducation généralisée, le protectionnisme et le crédit. D'accord ? Et ça, c'était la vision des fondateurs. On a parlé une 2e fois du American Manufacturing System pour dire c'est quand Slater part d'Angleterre et qu'il apporte les premières machines. Là, maintenant, American System, c'est l'idée d'une production avec des pièces détachées interchangeables qui sont assemblées par des ouvriers non qualifiés. Et ça reste une spécialité américaine pratiquement jusqu'à l'invention de la chaîne de montage. Pourquoi ? Parce que ça permet d'utiliser une main-d'œuvre d'immigrants qui n'ont aucune qualification. Et ce qui est la caractéristique des immigrants qui arrivent aux États-Unis. Les gens qui arrivent aux États-Unis, c'est des Irlandais pauvres, c'est des gens qui viennent d'Europe centrale, c'est des gens qui n'ont pas de savoir-faire industriel, qui n'ont pas de savoir-faire artisanal, et pourtant il faut les employer à la production. Parce que sinon, ils partent se trouver un champ sur la frontière, et donc, en gros, les seuls types qu'on peut retenir, c'est ceux qui n'ont aucune qualification. Et donc, il faut adapter les processus productifs à eux. Et donc, on voit quand même que c'est la nécessité, et puis l'ingéniosité et le travail, qui ont fait que les Américains ont développé un système de production tout à fait particulier. Bon, au bout du compte, Whitney a quand même réussi à livrer ses fichus fusils en 1809, mais quand on y pense, c'était 11 ans après la signature du contrat, 8 ans après la date à laquelle il s'était engagé à le livrer. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'heureusement, les Anglais n'ont pas attaqué entre-temps. Voilà. Bon, et puis, comme vous le savez, ils ont attaqué en 1812. Bon, alors... Donc ce système manufacturier américain, c'est lui qui va permettre d'absorber l'immigration. Et de fait, il va être modernisé, comme vous le savez, sous l'impulsion de Frederick Taylor à la fin des années 1880. Parce que qu'est-ce que Taylor va faire? Taylor va instaurer le chronométrage systématique des tâches pour pouvoir optimiser en gros l'organisation du travail. Il va être optimisé une nouvelle fois par Henry Ford, qui va installer en 1913 un convoyeur dans son usine. Et donc, de telle sorte qu'au lieu que ce soit l'ouvrier qui se déplace pour suivre le procédé de production, en particulier dans l'industrie automobile où déplacer la voiture, ça paraissait compliqué, ben c'est la voiture qui se déplace pour venir devant l'ouvrier. Donc il n'y a plus aucun temps mort dans l'organisation fordienne du travail. Mais si le taylorisme d'abord, c'est-à-dire le chronométrage des tâches, et puis l'organisation rationnelle, et le fordisme, c'est-à-dire le déplacement du produit au cours de la production sont possibles,
C'est parce qu'on avait déjà réduit le travail en miettes pour pouvoir le faire faire par des ouvriers non qualifiés. D'accord. Donc, de fait, les moments successifs de l'amélioration de la productivité du travail aux États-Unis s'inscrivent dans une continuité. Voilà. On a parlé de l'indépendance au nord, maintenant on va aussi parler de l'indépendance au sud, d'accord, puisque finalement il n'y a pas que les États-Unis qui deviennent indépendants, il y a aussi les colonies espagnoles, ce qu'on appelle la Nouvelle-Espagne, d'accord. En fait, à partir du règne de Charles III, Carlos III, alors en fait Charles III c'est Charles VI, ça paraît bizarre, mais souvenez-vous que celui qu'on appelle Charles Quint, c'est en fait Charles V du Saint-Empire, mais c'est Charles Ier d'Espagne. Entre-temps, il y a un Charles II, et le Charles III d'Espagne, il a été d'abord Charles VI de Naples, puisque celui qui devient roi d'Espagne sous le nom de Carlos III, il a d'abord été Carlos VI à Naples, puisqu'à l'époque, au milieu du XVIIIe siècle, le royaume de Naples est en fait une extension du royaume d'Espagne et propriété de la couronne d'Espagne. Et alors, il est intéressant parce que c'est le seul roi dit éclairé en Espagne, d'accord. C'est le roi qui s'intéresse aux Lumières, alors que les rois d'Espagne sont plutôt du côté de l'Église, de la tradition, etc. Celui-là, il veut changer. Ça se voit quand vous allez à Naples, enfin surtout à Caserte en fait, puisqu'il a construit un immense palais à une trentaine de kilomètres de Naples, avec un immense aqueduc qui permet d'alimenter les fontaines des jardins. Bon, ce qui n'est pas vraiment une preuve d'être éclairé que de se faire un grand palais, mais son palais vaut quand même le détour si vous y allez. Et en Espagne, il a essayé de faire des réformes. Et pour réformer, ça nécessite du pognon, parce qu'il faut payer les fonctionnaires, parce qu'il faut lancer des projets, etc. Et donc pour avoir du pognon, soit vous vendez les joyaux de la couronne, aéroport de Paris, la Française des Jeux, soit vous augmentez les impôts, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il décide d'augmenter les impôts. Le problème, c'est que quand il augmente les impôts, les gens ne sont pas très contents, et en particulier, en Nouvelle-Espagne, l'augmentation de la pression fiscale déclenche des velléités indépendantistes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ça est assez compliqué parce que par exemple, au Pérou, il y a eu une révolte importante de Tupac Amaru, qui est donc qui se présente comme un héritier des Incas. Et à ce moment-là, les colons blancs sont bien contents d'en appeler l'armée espagnole. Donc, il y a une dialectique du rapprochement et de l'éloignement avec la puissance coloniale, qui est qu'en gros, on n'aime pas la puissance coloniale quand il faut payer des impôts, mais on aime bien la puissance coloniale quand ça permet d'opprimer les Indiens. Bon, alors enfin, en fait, ce qui va créer une vacance, un vide de présence espagnole, c'est les guerres napoléoniennes. Puisque, comme vous le savez, les Français entrent en Espagne, puisque Napoléon Bonaparte met son frère Jérôme sur le trône d'Espagne, et donc de fait, à ce moment-là, le roi français d'Espagne ne s'intéresse plus du tout aux colonies qui deviennent de fait indépendantes. Alors, une fois que les Anglais ont fichu les Français dehors d'Espagne, enfin les Espagnols aussi un peu quand même, les Espagnols, la monarchie restaurée, essayent aussi de restaurer son autorité sur son empire, et donc sur l'Espagne, mais ça crée quand même des tensions, et c'est ça qui va qui va enclencher un processus qui va vraiment aboutir à l'indépendance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au moment où la question de l'indépendance se pose, en fait, l'état de l'économie de la Nouvelle-Espagne s'est beaucoup dégradé par rapport à, en gros, la fin du 19e. Alors, comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'en fait, on a un récit assez précis de... Vous savez, Alexander von Humboldt, le grand savant et explorateur allemand, il est en particulier, il est passé par il a visité le Mexique en 1803, et il fait un récit non seulement de la faune, de la flore, de la géologie, des astres dans le ciel, enfin bon bref, comme il fait non seulement du Humboldt, mais il s'intéresse aussi aux manufactures. Et ce qu'il montre, c'est que dans la région de Puebla, la région de Puebla, c'est le sud-est de Mexico, et c'est la région qui est restée la région industrielle, d'accord. C'est là où il y a les usines Volkswagen, par exemple. Donc dans la région de Puebla, il y a déjà des usines, enfin des manufactures, en particulier des manufactures de verre, des manufactures de porcelaine, que Humboldt décrit comme étant florissantes, et qui en fait produisent pour la demande locale, c'est-à-dire pour les Européens, enfin pour les
des Mexicains qui sont en fait des Espagnols d'origine européenne, qui vivent donc d'exploiter le travail des Indiens, qui sont les paysans misérables, des haciendas latifondières, c'est des très grands domaines qu'ont ces aristos espagnols. Donc il y a une industrie locale qui produit pour l'élite d'origine espagnole et blanche. Bon, et en fait, avec le blocus opéré pendant la guerre napoléonienne, blocus qui interrompt donc le trafic du commerce britannique, plutôt malgré le blocus, en fait, les manufactures installées au Mexique ont commencé à péricliter à l'époque où Humboldt écrit, et de fait, à la fin du blocus, la production de ces manufactures va être remplacée par des importations qui vont arriver par le port de Veracruz. Veracruz, c'est le port qui est sur le golfe du Floride, le golfe du Mexique. Donc, de fait, c'est les Caraïbes. Et donc, en fait, l'industrie qui était présente au Mexique va s'effondrer exactement de la même manière que l'industrie qu'on avait pu voir en Inde ou en Chine, sauf que là, il n'y a même pas besoin de faire la guerre aux Mexicains pour qu'ils baissent les droits de douane, parce que les droits de douane sont faibles de toute façon. Et alors le fait qu'on substitue à la production nationale des importations britanniques qui sont à la fois moins chères, de meilleure qualité, plus à la mode, etc., comme l'industrie nationale s'effondre, les petites poches de développement dans lesquelles il y avait des ouvriers qualifiés avec des bons salaires, ça disparaît. Et du coup, le PIB par tête et les salaires se remettent à baisser. Alors, en fait, l'histoire du Mexique au XIXe siècle, c'est l'histoire d'une série avortée de tentatives à la même Italie de faire des réformes agraires d'une part et de développer une industrie d'autre part, avec une constante, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, si vous voulez, le premier symbole de cette espèce de volonté de réformer en développant l'industrie, c'est Lucas Ignacio Alamán, qui a été plusieurs fois ministre de l'Intérieur pendant 30 ans, en gros pendant le deuxième quart du XIXe siècle. Il a hérité de son père à la fois beaucoup d'argent, puisque son père était directeur d'entreprise minière, et un solide conservatisme. Et ce qu'il essaye de faire, c'est qu'en fait, il essaye de développer le crédit, de mettre du protectionnisme. Seulement, il ne s'intéresse ni à l'éducation ni au transport. D'accord ? Donc, il crée une banque qui est la Banco de Avio, mais à défaut d'éducation et à défaut de transport, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, de fait, il réussit à créer des manufactures textiles qui vont prospérer à la faveur des droits de douane, mais en fait, elles vont finir par péricliter parce qu'il n'y a pas assez de demande interne. Bon, et de fait, le Banco de Avio va péricliter lui aussi, et donc cette première tentative ne va pas marcher. À la fin du XIXe siècle, sous la présidence de Porfirio Díaz, ce qu'on appelle en mexicain el porfiriato, donc le porfiria, c'est le règne de Porfirio Díaz, si on veut, qui était général, je pense. On va créer des chemins de fer, et donc là, cette fois-ci, on essaye de faire des transports et un marché intérieur. On renforce le tarif douanier, et on mobilise l'épargne nationale pour financer la création des chemins de fer. Donc, on a maintenant 3 des éléments décisifs, mais on n'a toujours pas l'éducation. De fait, ça a une certaine efficacité, puisque, en gros, le PIB par tête, qui au début du Porfiria est de l'ordre de 674 $ 1990, alors qu'à l'époque, quand on compte en dollars 1990, la subsistance c'est à peu près 400 $, donc on est, on va dire, 60%, 70% au-dessus du gain de subsistance. On va passer à 1707 $ en 1911, donc le PIB par tête, il est plus que multiplié par 2. D'accord ? Mais cela dit, cette augmentation du PIB par tête, paradoxalement, ça se fait avec une baisse des salaires, donc ça signifie que c'est les profits qui augmentent. La misère des paysans, en particulier des paysans sans terre, qui n'ont pas d'éducation, ils tolèrent un certain temps jusqu'à ce qu'ils fassent la révolution. Et une fois que la révolution éclate, que croyez-vous qu'il advint ? L'investissement s'effondre, le système financier périclite, les chemins de fer sont plus entretenus, on retourne à la case départ. Bon, c'est l'exemple type du fait qu'il ne suffit pas de mobiliser l'épargne nationale pour faire des investissements dans les transports et d'unifier le marché intérieur sous l'effet d'un tarif douanier protectionniste, et puis éventuellement de faire l'école. Il faut le faire pendant longtemps pour que ça marche. Parce que le problème, c'est que quand on laisse tomber, on revient à zéro.
Et de fait, la comparaison entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part, puisque je ne sais pas si vous savez, mais le nom officiel du Mexique, c'est Estados Unidos de México. Donc la comparaison entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique invite à se demander quelle est l'origine de la différence et invite un peu à penser la réponse. Oui, au passage, il y a une guerre importante entre les États-Unis et le Mexique en 1846-47, et la raison pour laquelle il y a un État des États-Unis qui s'appelle le Nouveau-Mexique, c'est que de fait, il a été pris au Mexique, comme d'ailleurs le Texas. Et la raison pour laquelle les Américains font la guerre aux Mexicains, c'est naturellement la libération des esclaves mexicains, mais c'est aussi qu'il y a du pétrole au Texas. Et donc ça justifie peut-être quand même, ça justifie un certain nombre de choses. Bref. Donc la différence entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, c'est quoi? Alors, Adjemolo et Robinson, qui sont deux auteurs contemporains, qui ont écrit un livre qui doit être sur le site, qui s'appelle Why Nations Fail, donc pourquoi les nations échouent-elles. En fait, le livre Why Nations Fail, il commence par une description de la ville de Tijuana au Mexique, donc vous avez probablement entendu parler. Cette ville de Tijuana, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas seulement au Mexique, elle est au Mexique et en Californie. Et la partie mexicaine et la partie californienne sont assez différentes. Alors, c'est une ville qui est atroce, il ne faut pas visiter Tijuana, c'est très laid. Et surtout, au Mexique, c'est la ville où la criminalité est la plus élevée. Enfin, donc, si vous y allez, c'est à vos risques et périls. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. D'après Adjemolo et Robinson, la différence entre le Mexique et les États-Unis, in a nutshell, d'accord, dans une coquille de noix, en résumé, c'est là. C'est-à-dire que, en fait, le Mexique, c'est le Far West, pardon, mais le Mexique, même le Mexique contemporain, les institutions, justice, police, école, éducation, remédiation sociale, ça ne marche pas. Aux États-Unis, les institutions, ça marche. Ça ne marche pas de manière idéale, d'accord, mais ça marche mieux qu'au Mexique. Résultat, la ville de Tijuana, côté américain, même si ce n'est pas celle où je vous conseillerais d'aller visiter, elle est quand même plus désirable que la ville de Tijuana, côté Mexique. Bon, et si maintenant on regarde ce qu'il en est, au cours du 19e siècle, par exemple, si on regarde le taux d'alphabétisation, aux États-Unis, on avait dit le taux d'alphabétisation, c'était qu'en 1780, 70% des habitants de la Nouvelle-Angleterre savent signer leur contrat de mariage. En 1850, 100% des habitants de la Nouvelle-Angleterre savent signer leur contrat de mariage. Je parle naturellement des Blancs, c'est-à-dire de 86% de la population. Comme on le sait, les Noirs, ils bénéficient de la vue des écoles, mais pas de leur fréquentation. Donc de fait, ils n'y vont pas, parce que même si l'école est obligatoire au Nord, est obligatoire pour les Blancs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs encore au Nord. Les Noirs, ils vont aller au Nord quand ils auront le droit de se déplacer, ils ne seront plus esclaves. Mais au Sud, de toute façon, les maîtres des Noirs considèrent que ce n'est pas la peine d'éduquer les Noirs, et donc les Noirs sont analphabètes, pour l'essentiel. Pas par essence, mais parce qu'ils ne sont pas éduqués. Bon, et donc de fait, on peut considérer qu'en 1850, il y a 100% de la population blanche qui est lettrée, et 100% de la population noire qui ne l'est pas, et donc que le taux d'analphabétisme, c'est 14%, et que le taux de littératie, enfin de littératie, comme on dit, mais le taux des gens qui savent lire, c'est 86%. Au Mexique, à la même époque, qu'est-ce qu'on a? On a 20% de blancs, à peu près blancs, parce que comme vous le savez, le système de castas, on a des mélanges assez compliqués. Et je vous conseille la conversation avec des Cubains qui se croient blancs, parce qu'ils ne le sont jamais vraiment. C'est toujours amusant de leur demander quelle est la proportion de leurs ancêtres qui ne le sont pas. Vous verrez dans quel état vous les mettez, surtout s'ils sont à Miami. Bon, je ferme la parenthèse. Donc au Mexique, il y a 20% d'à peu près blancs, dont on ne sait pas très bien quelle est la proportion qui savent lire. Enfin, en tout cas, c'est probablement pas 50%. Mais ce qu'on sait, c'est que les 80% des autres castas, d'accord, donc les lobos, les tatras, les morenos, enfin bref, tout ce petit monde, on sait que tout cela, ils sont illettrés, à 99,99%. Et donc, de fait, aux États-Unis d'Amérique, il y a 86% des gens qui savent lire, et aux États-Unis du Mexique, il y a 86% des gens qui ne savent pas lire. Et la différence, elle vient quand même pour l'essentiel de l'âge. Voilà. Et la différence, elle va s'exacerber encore à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourquoi? Parce que à partir des années 1860, les États-Unis vont se doter de colleges. Et c'est quoi les colleges? C'est ce qu'on appelle un college aux États-Unis. Vous savez, c'est un premier cycle universitaire.
Alors, je vous rappelle qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle le collège, c'est junior high school. Le lycée, c'est senior high school. Enfin, on dit high school en général. Mais le premier cycle universitaire s'appelle college. Et university, c'est quand il y a le premier cycle et tout le reste. Mais donc, dès 1862, il y a une loi qui est votée pour l'État fédéral qui permet en fait de doter des institutions de terrain, d'accord? C'est ce qu'on va appeler land grant colleges. Et quoi? Et en fait, on donne à ces institutions qui sont donc, à qui on dit vous allez devenir des institutions d'enseignement supérieur, on vous donne des gros paquets de terre, et sur ces gros paquets de terre, vous allez pouvoir donner des cours pratiques d'agriculture. Parce qu'en gros, on veut des cours supérieurs d'agriculture, et de botanique, et de sciences vétérinaires, enfin de trucs utiles, quoi, d'accord? Éventuellement d'art militaire, et puis un peu de grec et de latin, si ça vous amuse, mais enfin quand même, essentiellement des choses qui servent, d'accord? Bon, alors, ces land grant colleges, en fait, c'est eux qui sont à l'origine du développement des universités américaines. Bon, il y avait des universités plus anciennes, d'accord? C'est-à-dire que, de fait, Yale, dont vous avez probablement entendu parler, avait créé un collège dès la fin du XVIIe siècle à New Haven, dans le Connecticut. Voilà. Rhode Island, c'est entre le Connecticut et le Massachusetts. J'y suis. Et donc, il y avait des collèges qui étaient de fondation plus ancienne, parce que le collège de Harvard aussi est plus ancien que 1862. Mais de fait, en 1862, le fait de pouvoir qu'il y ait une loi qui dise maintenant, des terres qui sont inoccupées, on va les donner à des institutions, et c'est ça qui va leur permettre, à la fois en louant les terres et en les cultivant, d'avoir des ressources pour pouvoir ensuite payer des profs et enseigner. C'est le démarrage de l'enseignement supérieur. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, les Mexicains connaissent une restauration impériale en 1864. D'accord ? C'est-à-dire qu'on choisit un archiduc d'Autriche à qui on propose, en gros c'est les Français qui sont à la manœuvre, et c'est les Français pourquoi ? Parce qu'en fait c'est l'impératrice Eugénie, vous savez que Napoléon III, le prince-président devenu empereur en 1851, il s'est marié à une aristocrate espagnole qui s'appelle Eugénie de Montijo, et Eugénie quand même elle est sensible au fait que au Mexique ça va pas bien parce que le type dont je vous ai parlé, la manne, c'est un libre penseur, c'est un laïc. Et les laïcs, c'est les francs-maçons, c'est pas bien. Donc il faut restaurer une monarchie catholique au Mexique. Du coup, le projet délirant de Napoléon III, c'est d'aller instaurer un empereur au Mexique, qui se prendrait donc la suite des empereurs aztèques, d'accord, après quelques années d'interruption, comme vous avez pu le constater. Et donc on trouve un rejeton d'une dynastie allemande qui veut bien aller s'embarquer dans cette galère impossible. On l'envoie avec des troupes françaises qui débarquent dans le golfe du Mexique, marchent jusqu'à Mexico, battent l'armée de la République mexicaine, construisent un palais sur les hauteurs d'une colline de Mexico qui s'appelle Chapultepec. Et de ce palais, Maximilien va essayer de gouverner le Mexique, mais Maximilien il est doué pour gouverner le Mexique comme moi pour faire des bulles de savon, c'est-à-dire pas tellement. Et en fait, au bout d'un an, il se fout à dos absolument tout le monde, y compris Benito Juárez, qui est en fait un président élu d'origine indienne, qui va mener la guerre de libération, qui va attraper Maximilien, le trucider, et finit les velléités françaises d'organiser la politique mexicaine, mais finit aussi les velléités quelconques d'organiser soit l'école, soit les universités, soit les collèges, enfin rien du tout, d'accord. Que de fait, les Mexicains se débattent dans des troubles politiques à une époque où c'est pas fini. C'est-à-dire que la démocratisation de l'enseignement secondaire aux États-Unis, c'est les années 1900. Allez, on va dire, le high school movement, c'est de 1910 à 1940. C'est-à-dire qu'en 1910, il y a 15% d'une classe d'âge qui termine le lycée aux États-Unis. En 1940, il y a 73% d'une classe d'âge qui termine le lycée. Enfin, quand on y pense, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la même époque, en France, en 1940, il y a 2% de bacheliers dans la population. Les Américains, ils sont à 73% de la population. Qui sait lire, écrire, compter, faire ses comptes, qui a fait une éducation secondaire complète. Pendant ce temps-là, le Mexique n'a toujours pas une éducation secondaire obligatoire, même pas primaire. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui a fait que les États-Unis d'Amérique ont pris une trajectoire divergente des États-Unis du Mexique? Certainement la paix, parce qu'être en paix plutôt qu'être en révolution et en guerre civile perpétuelle, c'est quand même plutôt pas mal, pour les affaires, mais aussi pour le développement personnel. L'école, en tout cas c'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que les Mexicains ont essayé
les transports, les chemins de fer, les droits de douane. Manifestement, c'est pas ça qui a fait la différence. Et puis, peut-être un système culturel dans lequel, dans un cas, ce qui compte, c'est de réussir sa vie comme on a envie de la mener, et dans l'autre cas, ce qui compte, c'est d'aller à la messe 7 fois par semaine, et de se confesser à Pâques, et de se faire crucifier justement le jour de Pâques pour avoir des grâces particulières. Bref, de manière manifeste, ce qui manque à l'Amérique du Sud, c'est quand même des institutions qui permettent d'assurer la paix, non seulement l'absence de guerre, mais aussi l'absence de bandes armées, d'accord ? Des institutions qui permettent d'assurer la formation d'un capital humain qui ensuite va s'exprimer dans le développement technique, et puis des institutions qui permettent à ce capital humain de prospérer et d'être heureux et d'avoir envie de faire mieux. Voilà. Donc voilà pour la divergence entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc la divergence dans la divergence, puisqu'on avait vu que l'Amérique du Nord c'est Western Offshore, alors que l'Amérique du Sud c'est pas Western Offshore, c'est de fait une croissance à un taux qui est comparable au taux européen, mais pas comparable au taux nord-américain, puisque le taux de croissance nord-américain est plus grand. On a essayé de l'expliquer par l'hypothèse d'Habakkuk. On a vu que l'hypothèse d'Habakkuk c'est plus ou moins bancal, enfin ça marche plus ou moins bien. Mais on est bien conscient du fait que les Américains ont développé un truc extraordinaire, à la fois parce qu'ils avaient plus de ressources naturelles, et à la fois parce qu'ils ont eu un génie dans l'organisation de la production qui est l'American System. Bon, alors, nous voilà bien, on a quand même parlé de l'Europe, on a parlé des empires, on a parlé des Amériques. Il nous reste quand même un certain nombre de... Enfin, il y a un continent dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'Afrique. Et alors, plutôt, on n'en a parlé qu'indirectement quand on en a parlé directement quand on parlait de l'Égypte, bien sûr, et on en a parlé indirectement quand on parlait de l'Empire ottoman. Donc, de fait, on a évoqué le cas de l'Égypte, mais pas tellement le cas du reste de l'Afrique. L'Égypte, c'est quand même un pays un peu particulier. C'est un pays un peu particulier, parce que vous savez, depuis l'Antiquité, l'Égypte, c'est réduit à une vallée. Je vous conseille à cet égard de prendre un jour l'avion pour aller en Arabie Saoudite, par exemple, par là-bas. Survoler l'Égypte, c'est une expérience extraordinaire, parce que vous voyez effectivement que l'Égypte, c'est une bande verte de 2 km de large au milieu du désert. À part la région du Caire et le delta, c'est vraiment... c'est réduit à la vallée du Nil et à quelques oasis. Donc c'est de fait un cas particulier. Maintenant qu'est-ce qu'il en est de tout le reste de l'Afrique ? Considérer que l'Afrique est un bloc, c'est un peu gratuit. C'est un peu gratuit, sauf d'un point de vue, qui est quand même celui du pays de par-tête, d'accord ? Et là, de ce point de vue-là, on a à peu près le même niveau de PIB par tête partout, c'est-à-dire on a le niveau de survie qu'on a déjà décrit, et dont on a vu qu'il n'était pas forcément différent en Europe par moment ou par endroit. Bon, le fait que le PIB par tête ce soit le niveau de subsistance, ça indique qu'il n'y a en général pas l'organisation sociale différenciée qu'on a pu constater dans les empires. J'entends organisation sociale différenciée, bien sûr qu'il y a des classes sociales, les gens ne sont pas tous les mêmes, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'y a pas le domestic system comme on a pu le croiser en Inde ou en Chine. C'est ça que j'entends par organisation sociale différenciée. Et de fait, il n'y a pas non plus cette organisation sociale différenciée qui correspond au domestic system dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire que dans les sociétés africaines, il y a peut-être des rôles sociaux différenciés, mais il n'y a pas ceux qui produisent le textile et qui le vendent à un marchand fabricant qui va l'exporter en Europe. Alors ça n'existe pas. Alors, il y a des endroits quand même, par exemple autour de Kano dans l'actuel Nigeria, des régions de production textile. Il y a, comme on va le voir, des régions où le commerce international s'exprime et démarre beaucoup plus vite. Mais pour l'essentiel, l'Afrique de 1750, l'Afrique d'avant la révolution industrielle, comme l'Australie, comme les îles du Pacifique, comme le Grand Nord eurasiatique, c'est-à-dire là où il y a des Inuits, comme le Grand Nord américain, tous ces mondes, qui sont d'ailleurs très coupés du monde européen, parce qu'on ne fait pas de commerce avec eux parce qu'ils n'ont rien à vendre, sauf les Africains à qui on kidnappe joyeusement pour emmener par de fer travailler dans les plantations de sucre, tout ce monde vit au minimum de subsistance. La question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde vit au minimum de subsistance ?
Et alors, c'est là que on va se... Enfin, la question ne s'est pas posée jusqu'ici, mais on va quand même évoquer un certain nombre d'explications dont je n'avais pas parlé pour la grande divergence, mais qui sont des explications classiques et traditionnelles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont vraies, bien évidemment. Donc pourquoi est-ce que l'Afrique, comme le Grand Nord, est restée au minimum de subsistance alors que l'Europe fait des fusées spatiales? Ce n'est pas tout à fait vrai par la révolution industrielle, bien sûr. Et la première réponse, celle que on pourrait citer volontiers, c'est le fait que les Africains ne sont pas pareils, par exemple parce qu'ils sont noirs. Dans ce cas-là, ce serait simple, parce qu'il suffirait de repeindre les Africains en blanc, et du coup, ils seraient comme les blancs. Malheureusement, non, ça ne marcherait pas, donc c'est probablement pas qu'ils sont noirs. Il y a peut-être aussi autre chose. En fait, la question de la négritude, c'est quand même... En gros, les blancs continuent de penser que les noirs sont des êtres inférieurs jusqu'à avant-hier, d'accord? C'est-à-dire que je vous rappelle quand même que quand la Troisième République décide d'aller envoyer des colons en Tunisie, on explique qu'on va apporter la civilisation aux races inférieures. C'était il y a 130 ans. La loi qui dit que, en fait, tout le monde il est égal, mais y compris les Noirs, en France, c'est 1972. Donc, de fait, ça vous paraît monstrueusement choquant ce que je viens de dire, mais enfin, ça fait partie de... Et puis, il y a encore des politiques qui n'hésiteraient pas, après un banquet bien arrosé, à se laisser aller à dire. Bon, d'ailleurs, en fait, c'est très compliqué au XVIIIe de démontrer que les Noirs sont des êtres humains comme les autres. D'accord? Parce que les Européens qui ont, pour l'essentiel, jamais vu de noir, sont effrayés quand ils voient un noir en se disant qu'il est noir comme le démon. D'accord? Ce qui est le réflexe classique. Puisque dans les représentations, le diable est tout noir, ou tout rouge. Mais enfin, quand on voit quelqu'un qui est foncé, on se dit que c'est le démon. Ce qui évidemment prédispose à le considérer de manière tout à fait positive. Alors, pour déjouer les préjugés comme ça, il y a quelques grandes figures des Lumières en particulier qui ont essayé soit d'écrire sur le sujet, soit d'agir par l'exemple. Alors, un exemple important, c'est celui qu'on appelle le nègre de Pierre le Grand. Qu'est-ce que c'est que le nègre de Pierre le Grand? C'est qu'en fait, le tsar Pierre Ier de Russie, qui était, vous savez, le grand tsar éclairé des Russes, alors éclairé, ça ne voulait pas dire cool, d'accord? Mais c'est un des tsars réformistes, et c'est lui qui, comme son nom l'indique, a créé Pétrograd, la ville de pierre, c'est-à-dire qu'on a appelé Saint-Pétersbourg, d'accord? C'est plutôt Saint-Pétersbourg, mais qui s'est ensuite appelé Pétrograd pour un moment. Et donc, le créateur de Pétersbourg, il fait amener à la cour des enfants noirs pour les faire élever à la cour, et pour montrer qu'en fait, les hommes sont ce qu'ils deviennent. Et donc, ce n'est pas l'inné qui conditionne, mais c'est si vous élevez un enfant noir à la cour du tsar, ça va devenir un homme de la cour du tsar. Alors que si vous élevez un russe en Afrique, ça va devenir un africain. Bon, alors ici, il n'a pas pu s'occuper de la deuxième partie de la démonstration, mais il s'est très bien occupé de la première partie de la démonstration, en particulier parce que Abraham Hannibal, donc celui qu'on a appelé le nègre de Pierre le Grand, en fait, a été un type absolument incroyable. D'abord, il a été le secrétaire particulier de Pierre le Grand, et puis Pierre le Grand lui a fait suivre des études d'ingénieur, et de fait, il est devenu ingénieur du génie, c'est-à-dire qui est spécialiste essentiellement de la guerre, des machines et des fortifications et de l'attaque des fortifications. Donc c'était un spécialiste de la guerre de siège. Et donc il a mené des batailles, il a été général, il a gagné des sièges, il a défendu des villes. Et ce type a rapidement une réputation impressionnante d'être un mec génial et tout à fait intégré, bien que totalement noir. D'accord ? Alors, donc, parmi les surnoms qu'on lui a donnés, on l'a appelé l'étoile noire des Lumières, parce que de fait, c'est la personne originaire d'Afrique et portant tous les traits des Africains qui a monté le plus haut dans la hiérarchie sociale au XVIIIe. Mais il a laissé quand même une trace très importante, puisqu'il est aussi l'arrière-grand-père du poète Pouchkine. Et le poète Pouchkine, comme vous ne le savez pas, comme vous le savez peut-être, c'est le créateur de la langue russe moderne, dans la mesure où la langue russe, alors, les Russes parlent russe, mais à la cour des tsars, on ne parle pas russe. D'accord ? Et donc la société, l'élite russe, au XVIIIe et au XIXe, veut parler français parce que c'est plus chic. Et donc Pouchkine, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veut écrire de la littérature, non pas en français, comme le font tous les aristos russes au début du XIXe, mais il veut écrire en russe.
Et de fait, il est le premier à écrire de la poésie, il est le premier à écrire de la grande littérature en russe, et il est considéré de ce fait comme le créateur de la langue russe moderne, et comme le plus grand poète. Et donc, on peut dire que le créateur de la littérature russe ou de la poésie russe est un métis. Bon, ce qui est quand même assez inimaginable, mais ce qui prouve donc que. Ce qui achève la démonstration de Pierre le Grand. C'est-à-dire que, de fait, c'est pas l'inné, puisqu'on ne peut pas dire exactement que Pouchkine avait le russe dans les gènes, puisque ces gènes venaient en partie d'Afrique. Ou alors, ça a fait un long détour. D'accord. Bon, alors, du coup, l'idée que la couleur de peau soit un déterminant du développement économique ou de la capacité à faire des vers russes, ça paraît quand même un peu approximatif. Alors, on peut se la jouer avec un racisme secondaire, d'accord? C'est à dire, oui, non, mais d'accord, c'est pas la faute des Africains, les Africains sont nos amis, ils sont bien gentils. J'en ai trouvé un qui était général, donc finalement ils sont comme les autres, mais vous savez quand même, le climat tropical, c'est pas bien. La mouche tsetse, ça fait dormir, et puis il fait trop chaud, donc les gens sont pas très actifs. Alors tenez, en fait, si vous lisez par exemple chez Aristote, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Donc Aristote, Politique, livre 7, chapitre 6. Les peuples qui habitent les climats froids, les peuples d'Europe, sont en général pleins de courage, mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie. Et s'ils conservent leur liberté, ils sont politiquement indisciplinables et n'ont jamais pu conquérir leurs voisins. Qu'est-ce qu'on peut écrire comme connerie quand même ? En Asie, au contraire, les peuples ont plus d'intelligence, plus d'aptitude pour les arts, mais ils manquent de cœur, de courage, d'accord ? Ils restent sous le joug d'un esclavage perpétuel. La race grecque, qui topographiquement est intermédiaire, réunit toutes les qualités des deux autres. Dans le sein même de la Grèce, les divers peuples présentent entre eux des dissemblances analogues à celles dont nous venons de parler. Ici, c'est une seule qualité naturelle qui prédomine. Là, elles s'harmonisent toutes dans un heureux mélange. En gros, d'accord, les Asiates, c'est des tarlouses, mais super doués. Les Européens, c'est des brutes germaniques qui passent leur temps à se foutre sur la gueule. Nous, les Grecs, on est la synthèse parfaite des deux, et donc on est à la fois les amis des arts, des vrais soldats, les inventeurs de la démocratie, des mathématiques, de la philosophie, de la rhétorique. Bon, c'est tout. Non, c'est pas tout. Bon, évidemment, quand vous entendez les peuples du Nord sont inférieurs en intelligence, en industrie, et ils sont politiquement indisciplinables, quand vous lisez ça au XXe ou XXIe siècle, évidemment, vous dites que c'est probablement que les Grecs ont été fécondés, ces peuples du Nord barbares, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors ça, c'est ce genre de salade, ça s'appelle le déterminisme géographique. C'est l'idée que, en fait, les peuples, les gens, les personnes, on ne sait pas très bien si c'est une logique collective ou individuelle, mais en gros, nous serions influencés par les éléments naturels qui nous entourent. Et ce déterminisme géographique, ça va, ça vient, ça ressort toujours plus ou moins. Par exemple, chez Montesquieu, ça s'appelle la théorie des climats, d'accord? Et je vous rappelle que Montesquieu, lui, c'est pas un raciste pour le coup, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à situer un de ses romans en Iran, les lettres persanes, d'accord? Il écrit les lettres persanes en décrivant la situation de l'Iran. Pourquoi? Pour critiquer la situation de la France. Et donc, il n'hésite pas à faire un détour par une autre culture, par une autre civilisation, pour montrer les travers de la nôtre. Donc, c'est pas un biais ethnocentrique qu'il a en appliquant la théorie des cultures, Montesquieu. D'accord? C'est simplement qu'il pense sincèrement que finalement, c'est le climat, l'altitude, la pression atmosphérique, le sens des vents dominants, qui détermine le caractère des gens. Bon, alors vous avez bien compris que ce genre de truc... Alors, il y a une autre illustration géniale de la théorie des climats, c'est Rousseau dans le discours sur l'origine du langage, enfin l'essai sur l'origine des langues, pardon. Il écrit qu'en gros, dans le nord froid et hostile, la première parole des hommes, c'est « aide-moi », alors que dans le sud, où tout pousse et on a du temps libre, c'est « aime-moi ». Et donc, d'où la différence de caractère entre les hommes du nord qui sont solidaires et travailleurs, et les hommes du sud qui sont plus artistes. Tout ça, c'est des fadaises. Parce que, évidemment, ce genre de conception, ce genre de discours, c'est en gros qu'on cherche des indices et puis on met du lien autour. Donc on raconte une histoire. On raconte une histoire et puis on trouve des indices pour la corroborer. D'accord? Mais ça n'a évidemment rien d'une théorie explicative parce qu'au bout du compte, à vos souhaits, c'est essentiellement je raconte ce qui me passe par la tête, enfin je raconte ce que je trouve joli, et puis j'ai des points de contact avec la réalité, et c'est pas ça une théorie scientifique, naturellement. Et c'est pas ça une théorie convaincante. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on en est à se dire que les gens sont comme ils sont parce que le vent souffle.
Ouais, d'accord, mais s'ils avaient soufflé autrement, ils auraient été autrement. Ah, ouais, effectivement, c'est une théorie vachement intéressante, mais on n'en sortira pas grand-chose. Alors, justement, ce qui nous montre que le déterminisme géographique, ça ne marche pas, c'est justement la théorie de Acemoglu et Robinson, dont je viens de parler en évoquant Tijuana. Et la raison pour laquelle Acemoglu et Robinson commencent leur livre qui s'appelle Why Nations Fail par la description de Tijuana, c'est que Tijuana, non seulement la ville est coupée en deux, mais de fait, des deux côtés de la frontière, on parle espagnol. Enfin, vous savez qu'aux États-Unis, l'espagnol est la deuxième langue, mais dans le sud de la Californie, il y a des gens qui parlent anglais. Ouais, il y en a. Enfin, tout le monde ne parle pas anglais, d'accord. Donc, on parle la même langue espagnole, on mange les mêmes tortillas, on écoute le même reggaeton. Enfin, bon, bref, la culture est la même. C'est pas. Il n'y a pas une culture différente au nord et au sud, un climat différent au nord et au sud. Ce qui diffère, c'est autre chose. C'est autre chose que la culture, c'est autre chose que le climat, c'est autre chose que la musique qu'on écoute. C'est quelque chose qu'on va essayer d'appeler les institutions et dont on va parler dans pas longtemps. Mais de toute façon, avant même d'approfondir l'exemple de Acemoglu et Robinson, on peut se dire qu'on peut trouver des contre-exemples à la théorie des climats dès lors qu'on découvre l'Amérique du Nord. En effet, et c'est là que Montesquieu a été qu'à moitié honnête, en effet, quand les colons arrivent dans la Nouvelle-Angleterre, le climat est proche du climat européen. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez un jour été aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, c'est à peu près le climat de l'Europe. À un détail près, c'est que les intersaisons sont plus brèves. L'automne dure moins longtemps et le printemps dure moins longtemps. Et il y a plus de neige. Donc c'est un peu différent pour ça parce que c'est un climat de versant occidental. Donc ça ressemble plutôt à la Corée, quoi, au nord de la Chine. Mais ça reste un climat tempéré. Bon, et donc sur quoi est-ce qu'ils tombent les Européens? Ils tombent sur les Iroquois, qui ont une coupe de cheveux très intéressante, mais on va vous parler de ça. Mais techniquement, les Iroquois, c'est quoi? Les Iroquois, c'est le néolithique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'écriture, mais ils ont des villages dans lesquels on cultive le maïs, des haricots, mais qui sont des haricots de type haricots rouges, quoi, et des courges. Et autour de leurs habitations, qui ne sont pas des tipis en cuir, mais des habitations en écorce, ils pratiquent la chasse, la cueillette, et puis quoi? Et puis une fois qu'ils ont épuisé le sol avec leur culture, et épuisé les alentours en tuant tout le gibier, leurs maisons en écorce, ils les écrabouillent, enfin, ils les laissent et ils s'en vont. Et puis ils vont reconstruire des maisons en écorce 10 km plus loin. Et puis donc, ils vont cultiver des nouvelles courges et des nouveaux haricots, et tuer du nouveau gibier, et cueillir des nouvelles baies, et ainsi de suite. Donc de fait, ils ont une vie nomade, qui correspond bien au début du néolithique autour du bassin méditerranéen, avec une densité de population faible, parce que dans la mesure où on épuise, si vous voulez, avec une culture extensive comme ça et de la cueillette, vous ne pouvez évidemment pas avoir une densité de population élevée. Les villages sont petits et se déplacent régulièrement. Bon, à l'intérieur des terres, je vous l'avais déjà dit, les Indiens ont en général abandonné l'agriculture pour revenir au nomadisme, puisqu'en fait, quand ils ont trouvé les troupeaux de chevaux sauvages, qui étaient les chevaux qui s'étaient échappés, les chevaux espagnols qui s'étaient échappés au début du XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle, les Cheyennes, quand ils tombent sur ces troupeaux de chevaux sauvages qui se sont multipliés presque à l'infini au milieu du XVIIIe, ils abandonnent l'agriculture, ils montent à dos de cheval et ils partent à l'aventure, et ils ont une vie de nomade équestre. D'accord ? Bon, et donc en fait, ils reviennent même en deçà de l'agriculture. Donc de fait, tout ce qu'on a en Amérique du Nord, où il y a le climat européen, c'est des gens qui sont au début du néolithique, voire avant. Et quand on regarde ce qu'on a en Amérique centrale, c'est-à-dire sur le plateau mexicain, où on a un climat qui est un climat tropical. Alors, l'astuce, c'est que quand vous êtes sur le plateau central, quand vous êtes à 2200 mètres d'altitude à Mexico, vous ne vous rendez pas compte que c'est un climat tropical, parce que 2200 mètres égale 15 degrés de moins que dans la plaine. Donc il fait 22 degrés l'été à Mexico. Mais ça reste un climat tropical. Et si vous descendez sur le golfe du Mexique, par exemple, vous êtes chez les Totonacs. Les Totonacs, c'est les Tarasques. Vous êtes chez les Tarasques, et de fait, les Tarasques, ils ont un empire. C'est-à-dire qu'ils ont une organisation avec des villes, avec une caste de soldats, cette caste de soldats est vide d'un impôt qui est prélevé sur les paysans. Il y a des prêtres. Bref, il y a une organisation sociale qui est une organisation sociale du début des temps historiques.
Et donc, ce n'est pas le climat froid qui a fabriqué la civilisation, comme le pensaient Montesquieu et Rousseau, et le climat chaud qui a fabriqué les sauvages. Là, c'est le contraire. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas le climat qui a fabriqué, c'est que ça s'est trouvé comme ça. Enfin, c'est que la causalité est beaucoup plus compliquée. Et de toute façon, alors, pour le coup, en Amérique, on peut continuer autant qu'on veut, parce que, en fait, non seulement, enfin, tout le territoire du Mexique, c'est un territoire où il y a énormément de cultures, à divers degrés de développement, mais en général, c'est des cultures urbaines. On connaît les Aztèques, avec pour capitale Tenochtitlan. Je pense que je vous ai mis des illustrations de Tenochtitlan. Voilà, Tenochtitlan. Tenochtitlan, c'est donc la capitale de l'Empire aztèque, qui est le Mexico actuel. C'est une ville qui aurait plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et qui est une ville absolument extraordinaire, parce qu'en fait, c'est une île flottante. C'est une île flottante, c'est pas une île, c'est pas de la terre, hein. C'est comment dire, des espèces de barques de roseaux sur lesquelles on a mis de la terre au milieu du lac, au milieu d'une lagune qui est sur le plateau central mexicain. Et donc on y accède par des chaussées, mais bien qu'étant fait de radeaux en quelque sorte, la ville est quand même à la fois très grande et elle présente des monuments impressionnants. En particulier, vous avez tout le centre, enfin l'espèce de complexe culturel là où on a ces grandes pyramides au sommet desquelles on fait les sacrifices humains, puisque vous savez qu'une des caractéristiques de la religion aztèque, c'est qu'on y pratique encore les sacrifices humains. Cela dit, vous savez qu'il y a aussi des sacrifices humains au début de l'Empire de Rome, et il y en a très probablement chez les Gaulois au premier siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est une étape que nous avons heureusement dépassée, mais en revanche, ça impressionne assez les Espagnols quand ils arrivent, de voir qu'on entraîne des dizaines de personnes en haut des pyramides pour leur ouvrir la poitrine, leur arracher le cœur, le poser sur un autel, les écorcher vifs, et les prêtres se recouvrent ensuite de la peau des victimes qu'ils ont dépecées. Donc c'est quand même un spectacle, enfin, bon, si vous aimez le gothic rock, ça peut vous plaire, mais si c'est pas trop votre truc, ça doit quand même pas mal remuer, d'accord. Surtout quand vous êtes l'invité d'honneur et qu'on vous dit, ça vous dirait pas d'en couper un, vous aussi. Non merci, ça sort pas ça. Je peux pas, j'ai piscine. Bon bref, donc ceci se compare quand même pas vraiment avec le décor, les cabanes en écorce des Iroquois. Donc on aurait pu répondre à Montesquieu dès le XVIIIe, écoute Coco, ta théorie des climats, ça marche pas, regarde l'Amérique. Mais ça marche pas non plus avec le Japon, d'accord. Enfin, en fait, ça marche avec rien, d'accord. Alors pourquoi ça marche pas non plus avec le Japon? Parce que si vous regardez le Japon, c'est pour parler un peu d'autre chose. Vous savez que le Japon, c'est très grand. D'accord, c'est très grand, enfin c'est très grand. La grande île Honshu en elle-même est toute petite, mais l'intégralité de l'archipel, c'est très grand parce que si vous prenez les îles, l'île actuellement la plus au nord, c'est Sapporo, c'est la grande île la bizarre, mais en fait, avant l'expansion russe, l'île qui était au nord de Sapporo, qui s'appelle Sakhalin, maintenant que les Russes appellent Sakhalin, c'était aussi le Japon. Donc le nord de Sakhalin, c'est un climat... déjà, Sapporo, il y a de la neige, puisqu'il y a eu des Jeux Olympiques d'hiver. Mais le nord de Sakhalin, il fait carrément froid. C'est enneigé 6 mois par an. Donc de fait, c'est un climat continental froid, d'accord, enfin, voire subpolaire, subarctique. Le sud, en revanche, là, les îles qu'on voit, c'est l'île du sud, c'est Kyushu. Et puis on voit deux petites îles qui sont... Enfin, celle la plus au sud qu'on voit, c'est Yakushima. Pour ceux qui aiment Miyazaki, Yakushima, c'est l'île qui a inspiré Princesse Mononoke, d'accord. Bon, voilà. Mais en fait, au sud de Yakushima, il y a un cordon d'îles qui s'appelle les Ryukyu, qui vont en fait jusqu'à Taïwan, et donc jusqu'à quelques centaines de kilomètres de la côte chinoise, et quelques centaines de kilomètres en face de Hong Kong. Et donc, de fait, c'est très au sud, le sud du Japon. C'est carrément tropical. C'est-à-dire qu'à Okinawa, il y a des plantations d'ananas, d'accord. Et donc, de fait, le Japon, ça pourrait être une espèce de laboratoire pour essayer la théorie des climats, puisqu'il y a des ananas au sud et des stations sport d'hiver au nord. Donc, on va voir où est-ce que ça se développe, d'accord. Et où est-ce que ça se développe? Ça se développe, en fait, les deux domaines de daimyo, de chefs samouraïs, de chefs nobles, qui ont lancé la révolution politique puis industrielle, c'est les domaines du Sud. Alors, pourquoi ils ont lancé la révolution politique puis industrielle? On verra le détail, mais en gros, c'est quand même eux
qui à la fois ont investi dans l'achat en gros, de méthodes productives pour pouvoir faire de l'acier. En gros, c'est à Satsuma qu'on a fait les premiers hauts fourneaux dans les années 1840. Et ensuite, c'est à Satsuma et à Shoshu qu'on s'est soulevé contre le pouvoir du shogun, ce qu'on appelle le Bakufu, qui était Tokyo. Et donc, ce n'est pas les samouraïs du Nord qui ont fait la révolution, ni la révolution industrielle, ni la révolution politique, c'est les samouraïs du Sud. C'est d'autant plus les samouraïs du Sud que Kyushu, traditionnellement, c'est Marseille pour les Japonais. C'est-à-dire concrètement, c'est là où, quand on est à la cour de l'empereur, qui était d'abord été à Kyoto, mais ensuite à Tokyo, quand on veut sanctionner un type, on l'envoie dans l'île du Sud, là, on l'envoie à Kyushu, ce qui est une façon de lui dire va chez les Marseillais voir si j'y suis. Mais quand je vous dis c'est Marseille, c'est de fait, c'est vraiment un climat tropical, c'est-à-dire qu'il fait vraiment super chaud l'été. L'eau est à 28 degrés à Fukuoka, qui est la grande ville de Kyushu. C'est là où les Japonais sont tropicaux. Et par exemple, il y a des groupes de salsa à Fukuoka. C'est pas le truc qu'on attend immédiatement des Japonais, et alors encore moins des Japonais de Tokyo ou de Sapporo. Mais donc bon bref, le sud du Japon, c'est un sud avec un climat, on va dire subtropical, avec des bananiers. Et il n'empêche que c'est là que la révolution, enfin à la fois la révolution industrielle, l'envie de moderniser la production qui a donné la révolution industrielle a démarré, et la révolution politique qui a entraîné le renversement de régime féodal a démarré aussi. Bref, la théorie des climats, c'est une blague. Bon, c'est une blague, et donc de manière générale, on va dire que toutes ces espèces de théories, qui sont des théories pseudo-culturalistes, qui consistent à dire, enfin, soit c'est des théories franchement racistes, qui consistent à dire que les Noirs sont moins bien parce qu'ils sont Noirs, mais ou les théories pseudo-culturalistes qui consistent à dire ah non mais les Noirs, j'ai rien contre les Noirs, bien sûr, mais vous comprenez, ils ont eu un peu chaud, donc ça leur a un peu porté sur la tête, ou bien ils ont une culture bizarre quand même, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Enfin, tout ça c'est des conneries, tout ça c'est de la dissimulation pure et simple d'un racisme avec un pseudo-argument scientifique du genre oui mais vous comprenez les gens du Nord, les gens du Sud, les gens du milieu, quand la pression atmosphérique est ici, quand le vent souffle du Nord au Sud, quand le vent il vient du Nord-Est, alors finalement les oreilles sont plus grandes, et c'est purement ad hoc, d'accord, et ça n'a aucun sens. Bon, donc l'Afrique est certainement l'Afrique en raison des traditions ancestrales, mais ça ne nous dit absolument rien, d'accord. Ça nous dit d'autant plus absolument rien que on sait par exemple que l'Afrique a tout à fait su changer ses traditions ancestrales, parce que par exemple, les bananes plantains en particulier, c'est pas du tout autochtone à l'Afrique. On sait que ça a été importé d'Asie au VIe siècle, parce que y a des Africains qui se sont rendus compte que ça poussait bien en Afrique et qui aimaient bien la cuisine qu'ils faisaient avec. Et donc, localement, l'Afrique peut évoluer sur les méthodes culturelles. Donc, de la même façon, on a importé les patates douces, le taro, les pois, le tabac, les maïs, l'arachide, etc., avant la révolution industrielle. Donc l'idée qu'il y ait une espèce de reproduction à l'identique, tout ça, c'est des bêtises. Ça change. Et alors, je ne vais pas faire l'histoire des changements parce que je connais très mal l'histoire africaine, mais je vais quand même essayer de faire sentir le passage de l'Afrique précoloniale à l'intégration internationale à travers la colonisation, avec des méthodes de colonisation différentes. Bon, en revanche, j'espère quand même vous avoir convaincu que cette histoire culturaliste, ou c'est en général les arguments qui naturalisent, d'accord, les arguments qui ne vont pas, c'est les arguments qui consistent à faire croire que les êtres humains sont comme les montagnes et les chevreuils, des trucs qui obéissent à des espèces d'instincts, de lois, de machins externes. Donc en gros, finalement, si les peuples ne sont pas développés, c'est parce qu'il y a une nécessité biologique. À part. D'accord. Bon alors, concrètement, qu'est-ce que c'est l'Afrique avant que les Occidentaux commencent à s'y intéresser En fait, le problème, c'est qu'il y a des situations extrêmement diverses, d'accord, ne serait-ce que, par exemple, dans le nord de l'Afrique, il y a encore l'Empire ottoman, mais si vous regardez le détail de l'Empire ottoman, en fait, l'Empire ottoman, c'est extrêmement congloméral. C'est-à-dire, comme toujours les empires, ce qui caractérise un empire, c'est qu'il y a un pouvoir central, on paye un tribut au pouvoir central, mais chacun s'organise comme il veut à l'intérieur de l'empire. Et chaque région a son autonomie juridique.
je vous avais parlé du système des millettes. C'est-à-dire, en gros, dans l'Empire ottoman, vous appartenez à une communauté et vous êtes redevable de la justice de cette communauté. Que vous êtes un chrétien qui se marie avec une chrétienne et qui tue sa femme, c'est un problème entre chrétiens. Bon, un chrétien qui va tuer un musulman, c'est un problème de musulmans. Mais tant que vous interagissez pas avec les musulmans, vous faites vos trucs entre vous. En fait, quand on a même quand on interagit entre musulmans, il y a 25 variétés d'islam à l'intérieur de l'Empire ottoman, parce que l'islam ottoman de Turquie, c'est pas le même que l'islam dit ottoman du Maroc, parce qu'au Maroc, il n'y a pas d'État. D'accord ? Il y a des communautés qui vivent autour des oasis, plus il y a des nomades dans le désert. Et en fait, le droit marocain, il est concentré sur des madrasas, qui sont en fait donc des écoles coraniques, qui sont des lieux où on a des archives jurisprudentielles. Il y a un spécialiste à Paris 1 du sujet, c'est pour ça que je vous en pose. Mais le système juridique du Maroc, par exemple, il est du désert marocain à la frontière du Maroc et de l'Algérie, ce qu'on appelle le Touat, il est absolument particulier, parce qu'en gros, il y a des familles qui ont gardé des archives jurisprudentielles, des archives des jugements qui ont été donnés, et qui rendent la loi à partir de ces archives. Les archives, elles sont uniques, parce qu'en gros, chacun a son trésor d'archives, il a un exemplaire du Coran, et puis il a toutes les décisions de justice depuis le 6e siècle, ou le 7e siècle, et puis il fait sa justice de son côté, avec ces quelques collègues qui connaissent le droit pour l'oasis. Et puis les nomades, quand ils veulent un jugement, ils viennent voir le cadi quelque part et puis lui demandent son avis. Et on vient parfois de très loin, en particulier quand on a des problèmes sur les questions de répartition des ressources naturelles, comme les sources, d'accord, ou les oueds, ou les arbres. Bon, mais donc, un empire, c'est des systèmes juridiques autonomes, mais donc même à l'intérieur de l'Empire ottoman, il n'y a pas d'unité. Mais vous imaginez qu'un continent aussi immense que l'Afrique, avec des ethnies différentes, ça n'a pas de sens de se dire l'Afrique c'est ça. Donc on va simplement se dire que ce qui nous intéresse du point de vue de l'histoire économique, c'est d'essayer d'évaluer à la fois le niveau de production, la manière dont est organisée la production, le PIB par tête et le type de commerce qu'on pourrait avoir. Donc, on a une espèce de caractérisation très basique de ce que c'est que l'économie d'un village africain avant la colonisation. Alors, en fait, on a eu quand même un certain nombre d'anthropologues qui ont été en Afrique et ont écrit sur l'Afrique à l'époque où ils étaient les premiers blancs à arriver. Donc, par exemple, Cyril Darrell-Ford a été dans les années 30 dans un village Yake du Nigeria où il est resté pendant une dizaine d'années et il a publié ensuite. Il a publié quoi ? Il a publié en fait le récit le plus complet qu'il pouvait de ce qu'il avait vu. Bon, et donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que il a en gros le village qui est dans la forêt tropicale, il est entouré de en gros 100 km² de terre, dont on cultive tous les ans une proportion qui est en gros 8%. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ce village, alors le village ne bouge pas, c'est pas un village nomade, d'accord ? Mais c'est un village où on met en valeur tous les ans une partie des terres, et puis une fois qu'on a cultivé une terre, on la laisse retourner à la jachère, elle va se reconstituer, et on va cultiver autre chose. Donc il n'y a pas de migration du village, mais il y a une migration des terres qu'on cultive. Bon, et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'avec 8 km² de terres cultivées chaque année, il y a assez pour que chacun cultive autant qu'il veut cultiver. Donc il n'y a pas de pénurie. Alors, d'un certain côté, ça fait fantasmer les rousseauistes, d'accord ? Puisque les rousseauistes, leur idée c'est ça, c'est si vous supprimez l'institution de la propriété privée, vous supprimez la rareté. Et donc vous ramenez tout le monde à une société d'abondance où chacun a ce qu'il veut. Et c'est en pensant à l'Inde des Indiens et à l'Afrique des Africains que Rousseau a développé son système philosophique. Vous avez tous lu, je pense, le discours sur les fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes, où Rousseau dit en fait celui qui a créé l'inégalité, c'est celui qui a mis une clôture autour de sa terre et qui a dit ceci est à moi. Parce qu'il a créé, c'est ça l'origine de l'inégalité, dès lors qu'on instaure la propriété privée, c'est le bordel. Bon. Alors, donc, là, dans ce village, il n'y a pas de propriété privée. Et de fait, qu'est-ce qu'on fait ? De fait, on cultive des cultures de subsistance qui permettent
d'avoir un mode de consommation qui correspond exactement au minimum de subsistance qu'on avait décrit. Alors, et donc en fait, c'est les villageois qui produisent eux-mêmes leur subsistance. Donc ils sont au minimum de subsistance, mais par rapport aux sociétés occidentales, alors, vous vous souvenez, en fait, on a vu qu'en Italie, en 1450, on était à 3 fois le minimum de subsistance, et puis en 1750, on était tombé à 0,85 fois. En fait, on a des fluctuations en Europe. Là, on serait plutôt proche de 1,1 ou 1,15, donc tout le monde mange absolument à sa faim. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en gros, il y a une grande variété dans la culture. Et c'est-à-dire que, alors que l'alimentation en Italie, c'est dans les régions de châtaignes, vous mangez des châtaignes, dans la région de maïs, vous mangez de la polenta, dans les régions de blé dur, vous mangez des pâtes. Enfin, en gros, c'est une alimentation extrêmement uniforme. Là, on aurait plutôt une alimentation variée, mais essentiellement végétale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, en plus, une production marchande qui est vendue et qui permet d'acheter ce qui n'est pas produit localement, c'est-à-dire essentiellement la viande, puisque il n'y a pas d'élevage dans ce village à queue. On achète de la viande à ceux qui la vendent, à des chasseurs en particulier, et le vêtement. Alors, ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, une grande partie de l'Afrique subsaharienne, puisque l'Afrique du Nord, on a vu, l'Afrique du Nord, elle a d'abord été romaine, et puis ensuite, elle a été envahie par les Vandales et les Alains, et puis ensuite, elle a été islamisée par les Arabes, et puis ensuite, elle a été ottomanisée par les Turcs, et puis entre les deux, il y a le Sahara, donc il y a des nomades. Mais là, si on parle de l'Afrique subsaharienne, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que l'Afrique subsaharienne, à partir du moment où l'agriculture s'est diffusée, et pendant probablement 30 à 35 siècles, elle a vécu de cette manière-là, avec des villages de défrichement et une production agricole relativement variée, dont on a vu en plus qu'elle adoptait des nouvelles plantes, justement, par le commerce et au contact de marchands qui venaient de l'extérieur. Alors, ceci étant dit, là, on ne parle absolument pas d'organisation sociale. On ne parle absolument pas d'organisation sociale. Or, il y a deux types d'organisation sociale. Enfin, en gros, quand je dis il y en a deux types, en fait, quand les Blancs vont arriver, ce qu'ils vont organiser, c'est qu'ils vont organiser soit des chefferies, et l'idée des chefferies, c'est que l'organisation sociale est à peu près égalitaire, à une exception qui est qu'il y a un chef. Et que alors cette institution du chef de la chefferie n'est pas forcément héréditaire, enfin de toute façon ça peut varier d'un endroit à l'autre, mais ce modèle d'organisation, ça fascine complètement les Européens dès qu'ils le rencontrent. D'abord parce que, pour le coup, les Européens du XVIIIe siècle, ils n'installent pas des anthropologues qui restent longtemps pour comprendre comment ça se passe. Et donc, ils voient simplement que, en gros, les Africains, c'est une espèce de démocratie directe, où tout le monde est à égalité, sauf qu'il y en a un qui est primus inter pares, d'accord, le premier entre les pairs, et c'est celui qu'on appelle le chef. Le chef, il n'a pas un pouvoir illimité, il est juste au-dessus des autres. Et les autres, ils n'ont pas besoin de se distinguer. Donc ça fascine Rousseau, parce que Rousseau se dit qu'en fait, au chef près, on a une société égalitaire. Voilà, au chef près, ça fait une certaine différence, mais le chef, il ne roule pas en Maserati, d'accord, il n'a pas des plumes plus grandes que les autres. Le chef, c'est juste le chef. Donc, c'est-à-dire que tout le monde le reconnaît comme étant le chef, et donc c'est une institution, mais c'est pas comme le chef des empires aztèques, incas, etc., qui lui est entouré d'une cour, de guerriers, de prêtres, de richesses immenses, de temples. Non, c'est juste le chef. Et donc le chef, c'est en gros celui à qui on demande conseil pour organiser les trucs, mais comme vous le savez, tout est organisé sur le mode de la persuasion. Donc ce sont des sociétés démocratiques. Et donc ça fascine les Occidentaux, et ça continuera de les fasciner longtemps, et de fait, ils vont récupérer la chefferie. C'est-à-dire qu'un des trucs des Blancs qui vont s'installer, ça va être de dire, désormais le chef, ce sera toi, et ce sera toi qui sera le point de correspondance de l'administration française. Bon, alors, les chefs, il n'y a pas que ça, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a aussi, en fait, une organisation sociale un peu plus brutale, qui est qu'il y a des communautés africaines qui vivent sur un mode esclavagiste, et où il y a des dominants
qui utilisent des esclaves pour faire ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Ça existe, et en fait, c'est cette institution, cette organisation esclavagiste qui est à l'origine du trafic des esclaves. Parce que de fait, il y a en Afrique même une recherche d'esclaves dans ce type d'organisation sociale. Alors, les communautés esclavagistes, évidemment, le problème de la communauté esclavagiste, c'est que les esclaves, à partir du moment où ils sont adaptés à leur environnement, ils vont être tentés de... Ils peuvent s'en échapper, c'est ce qu'on appelle les esclaves marrons. Ils peuvent s'échapper dans l'environnement et vivre dans la nature libre. Et donc le problème de l'esclavage, c'est que les esclaves, ça s'use, quoi. Soit parce que, à force qu'on les traite mal, ils meurent, soit parce qu'ils vieillissent, soit parce qu'ils s'en vont. Et donc il faut renouveler le stock d'esclaves. Et donc les communautés esclavagistes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont chercher les esclaves, mais elles vont les chercher suffisamment loin pour que les esclaves ne connaissent pas l'environnement dans lequel on va les ramener, et pour qu'ils soient suffisamment perdus pour ne pas pouvoir s'échapper. Et donc de fait, ces expéditions pour attraper les esclaves, qui vont donner un commerce d'esclavage, d'abord avec les pays du nord de l'Afrique, puisque les conquérants musulmans sont très intéressés par les esclaves noirs, bon, à tel point que, même si ce magnifique pays qu'est l'Arabie Saoudite a aboli l'esclavage en 1969, tout le monde continue de reconnaître les esclaves en Afrique, en Arabie Saoudite, d'accord. Le premier truc qu'on vous dit quand on croise quelqu'un, c'est « Ah oui, lui, c'est un ancien esclave ». Ah bon, pourquoi? Je vois bien. Pardon. Donc bref, il reste quand même des traces de ça. Et puis après, les Occidentaux s'y sont mis aussi, puisqu'ils avaient découvert un usage intéressant des esclaves, qui était d'aller cultiver le sucre aux Caraïbes. Voilà. Donc de fait, l'insertion de l'Afrique dans le commerce international et la manière dont l'Afrique a commencé à éveiller l'intérêt des conquérants, ça a été le fait que l'Afrique pouvait exporter ou du moins vendre des esclaves sur ses côtes. D'accord. Et donc ça a été le premier moteur de l'insertion de l'Afrique dans le commerce international. Bon, alors évidemment que le pillage des ressources humaines de l'Afrique soit un problème considérable pour son développement, ça va de soi, parce que l'état de guerre entretenu par les micro-sociétés qui sont organisées sur le mode esclavagiste, ça nuisait évidemment aux cultivateurs pacifiques. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les paysans vont se mettre le plus loin possible pour pas qu'on vienne dans la forêt, pour pas qu'on vienne les chercher, d'accord. Bon, donc la guerre, c'est pas bon, mais il y a aussi que c'est bizarre quand même, mais en général, les gens qu'on prend comme esclaves, c'est pas les vieux malades, d'accord, mais c'est plutôt les jeunes en bonne santé. Alors évidemment, dans le fonctionnement économique, il vaut mieux avoir des personnes jeunes et en bonne santé, je dirais, elles sont plus productives, que des personnes vieilles et malades. Il y a ça, et il y a aussi qu'à partir du moment où vous risquez d'être capturé, c'est compliqué d'imaginer que la collectivité va beaucoup investir dans votre formation s'il y a une chance sur 3 que vous soyez kidnappé entre 14 et 18 ans. Donc de fait, la pression et l'état de guerre permanent que font régner, l'état de guerre permanent que fait régner la recherche des esclaves, soit pour la consommation propre des sociétés esclavagistes, soit pour l'exportation vers l'Afrique du Nord ou vers les colonies des Blancs, aux Amériques, ça fait que même dans les sociétés de chefferie, qui ne sont pas esclavagistes, il y a quand même une pression de l'esclavage qui va en augmentant. Alors, en fait, d'un certain côté, c'est l'insertion de l'Afrique dans le commerce international. Comme on le voit, ce n'est pas le résultat de la colonisation, mais ça va être la cause de la colonisation, parce que les Arabes et les Européens se sont intéressés à l'Afrique d'abord comme réservoir d'esclaves, puis il faut le dire aussi d'or et de sel, d'accord, puisque les marchands nomades du Sahara vendaient de l'or et du sel aussi sur les routes commerciales. Mais donc les Européens et les Arabes se sont intéressés à l'Afrique pour ses esclaves, et puis ils se sont mis à se demander s'il ne pouvait pas y avoir d'autres marchandises. En particulier, à partir de l'abolition de l'esclavage, il devient compliqué de trafiquer des esclaves, mais on se rend compte quand même que les Africains ont plein de choses à vendre autre que les esclaves. Alors, ce plein de choses, c'est ce qu'on appelle le commerce légitime,
au moment où le commerce des esclaves devient illégitime, ce qui est le cas en Angleterre à partir de 1807. Et ce qui est amusant quand même, c'est de constater que les Anglais n'avaient aucun problème avec l'esclavage tant qu'ils avaient des colonies en Amérique, dans le sud des États-Unis. À partir du moment où les colonies sont devenues indépendantes, il était évidemment parfaitement inutile de garder les esclaves. Vous n'alliez pas les emmener en Écosse pour qu'ils vous disent des kilts, d'accord, donc pour qu'ils fassent du whisky. Donc du coup, ça devient plus facile d'abolir l'esclavage, tout simplement parce qu'il n'y a aucun groupe social qui a besoin de continuer à exploiter les esclaves. Alors qu'en France, enfin, s'il y a un petit groupe social, c'est les planteurs des Caraïbes. Mais en France, le petit groupe social qui est planteur des Caraïbes, il va continuer d'avoir raison, puisque après une première tentative d'abolition de l'esclavage en 1793 qui n'a jamais été suivie des faits, il faudra attendre 1848 pour que l'esclavage soit aboli en France, comme vous le savez, par Victor Schœlcher. Bon, et la raison pour laquelle il n'a pas été aboli avant, c'est tout simplement que les familles de Becquet, Martiniquais et autres créoles de Guadeloupe avaient évidemment pas envie qu'on les prive de leurs esclaves qui étaient si utiles, parce que sinon il aurait fallu leur payer un salaire, et puis quoi encore. Bon, donc sur ces paroles enthousiasmantes, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de semaine.